Salut à tous les gones, aujourd'hui l'idée c'était de faire un podcast à chaud qui sera beaucoup moins structuré que d'habitude. Pour info, en fait j'avais préparé deux podcasts sur Peter Bosz et un sur un hypothétique nouveau coach à Lyon. Mais tout a été bouleversé par le choix de JMA qu'on a appris hier de maintenir le tacticien néerlandais comme entraîneur principal la saison prochaine. Je trouve ça assez inexplicable et c'est pour ça que je fais de podcast. En fait, la lecture de JMA, c'est que si Peter Bosz n'a pas su performer cette saison, c'est parce qu'on ne lui a pas donné les joueurs qu'il voulait pour travailler efficacement. Pour moi, la bonne décision, ça aurait été de repartir avec un coach français plus pragmatique et qui connaît la Ligue 1, un Stéphane par exemple, qui a été évoqué par l'équipe. Alors, petite anecdote, moi j'étais persuadé que Bosz allait se faire virer il y a encore quelques jours et donc j'avais préparé un podcast où je me faisais l'avocat du diable et où en fait je donnais des circonstances atténuantes pour défendre le bilan de l'entraîneur néerlandais, quand bien même je pense qu'il fallait pas continuer avec lui la saison prochaine. Alors rapidement sur ce qu'il a apporté au club cette saison, il y a quand même deux trois éléments importants. Je trouve qu'il a apporté dans la capacité de l'équipe à presser, même si c'est parfois assez irrégulier, mais globalement je trouve qu'on le fait mieux que les saisons précédentes. Dans la façon de relancer également, de relancer proprement, il a apporté beaucoup de choses intéressantes qu'on ne voyait pas sur Rudy Garcia. Il a lancé des jeunes comme Luque Baumalo-Gusto. Il y a eu quelques matchs intéressants aussi. L'aller et le retour contre Nice ont été excellents, je trouve, même si l'aller, on perd 3-2, je crois, en s'effondrant dans les 10 dernières minutes. On a été ultra dominateur pendant les 80 premières minutes, donc c'était très intéressant. Et il y a eu aussi, je crois, l'aller contre Monaco, qui était un match très impressionnant et maîtrisé de notre équipe. Donc globalement, dans la façon de jouer, elle était plus attrayante que ce qu'on a vu avant avec Rudy Garcia et Silvinho, même si c'était très irrégulier. Il a essayé différents systèmes de jeu au cours de la saison avec des adaptations intéressantes. Et il y a enfin un contraste dans son management par rapport à Rudy Garcia, c'est qu'il a une personnalité assez sympathique. C'est un coach qui, je pense, est plutôt humain, qui semble humble et sait reconnaître ses erreurs et s'adapter. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça, je pense que les supporters l'ont soutenu aussi longtemps dans la saison. C'est aussi parce qu'il dégageait quelque chose de beaucoup plus sympathique que Rudy Garcia, et c'est pour ça que pendant très longtemps, même si on était seulement 5e, 6e, 7e de Ligue 1, et on n'était pas très contestataire sur la présence de Peter Bosz comme entraîneur principal de l'équipe jusqu'à récemment, parce que maintenant les résultats sont tellement catastrophiques qu'on ne peut plus soutenir ce coach. Alors dans les circonstances atténuantes qu'on peut accorder à Peter Bosz cette saison, la première rapidement, c'est que je trouve qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage en début de saison qui ont plombé nos premiers pas en Ligue 1 cette année. Donc on a perdu, moi je dirais, au moins 6 à 8 points. Il y a eu des points perdus contre le PSG, contre Lorient notamment, avec un carton rouge assez délirant donné à Emerson. Je pense que ça n'a pas aidé non plus. Et surtout, on a une préparation qui a été tronquée par l'arrivée tardive de nos deux Brésiliens, Guimaraes et Paqueta. Et je crois qu'il y en avait un, c'était parce qu'il était aux Jeux Olympiques et l'autre parce qu'il revenait de la Copa América, quelque chose comme ça. Bref, nos deux leaders techniques du début de saison sont arrivés tardivement et ça a tronqué la préparation. On sait que pour mettre en place le jeu de Peter Bosz, il faut quand même un certain temps pour inculquer les principes de jeu à l'équipe, et ça, il n'a pas pu le faire de par l'arrivée tardive de nos leaders. Et il y a eu également Denayer, qui est, je pense, très important pour notamment la construction de la relance du jeu de l'OL, puisque Denayer, c'est un défenseur qui est très technique. Et il était blessé au début de saison, et ça a empêché, ça a retardé en fait on va dire l'inculcation, je sais pas si ça se dit, des principes de jeu de Peter Bosz à l'équipe. Et enfin, c'est presque le plus important, c'est qu'on a eu un mercato tardif, comme évoqué par Antoine Desédito, parce que tout simplement on n'avait pas d'oseille, et l'idée c'est qu'on devait attendre d'avoir des offres pour des joueurs. Donc les premiers qu'on a vendus, je crois qu'il y a eu Jehan Lucas, qui d'ailleurs était le meilleur joueur de la préparation de Peter Bosz, donc ça aussi ça a perturbé la construction de son équipe. Il y a Jehan Lucas qui est parti, Melvin Barr et je ne sais plus qui était le dernier, c'était peut-être Andersen, Joachim Andersen qui est parti pour 25 millions d'euros en première ligue. En fait, avant qu'on ait vendu ces joueurs-là, on ne pouvait pas recruter de joueurs, qui fait qu'en fait, on a dû attendre les 2 dernières semaines du mercato pour recruter 3 joueurs, donc Emerson, Boateng et Shaqiri.
D'une façon globale, en plus de ça, ces demandes n'ont pas vraiment été satisfaites. Ces demandes, c'était d'avoir un 9 d'envergure. Alors lui insistait beaucoup sur Azmoun, on va en revenir après. Pour moi, c'était une erreur de s'obstiner sur ce joueur-là. Mais en tout cas, voilà, il avait demandé un 9 d'envergure. Il avait demandé également un 6 d'envergure qu'on n'a pas recruté, je ne sais plus exactement pourquoi. Et il avait également demandé des ailiers. Globalement, on n'avait pas assez de budget pour recruter ces 3 jours-là. Et surtout, l'ailier, c'était censé être Shaqiri. Et Shaqiri, on s'est rendu compte qu'il avait ni le coffre physique pour jouer comme ailier, parce que ailier, il faut quand même courir beaucoup, et qu'il avait plus le coup de rein non plus pour jouer à cette position-là, pour faire ses changements de direction, etc., comme il faisait au début et au milieu de sa carrière. Et Shaqiri, il a plus le physique pour faire ça. Je sais pas tout à fait pourquoi d'ailleurs, est-ce qu'il a fait trop de musculation, j'en sais rien. Mais en tout cas, Shaqiri, ce n'est pas vraiment un ailier, on l'a recruté comme tel, mais en fait c'était plutôt un numéro 10. Et c'est une des raisons qui explique son échec à l'OL. Donc voilà globalement pour les circonstances atténuantes qu'on pourrait accorder à Peter Bosz. Maintenant, pour moi, ça suffit pas pour lui accorder le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses cette saison qui me font penser que c'est pas forcément un excellent coach, en tout cas pas un coach adapté à l'Olympique Lyonnais. Et si je vous les liste comme ça, ces choses-là, je trouve que d'abord au niveau de son caractère, je trouve qu'il insuffle très peu d'énergie à son équipe. Je trouve qu'il est muet et passif face à la défaite. Il y a eu des matchs cette saison où l'équipe était catastrophique et baissait de rythme. Et là où on aurait vu par exemple un Rudy Garcia, mais en vrai il n'y a pas que lui, la grande majorité des coachs s'agiter sur leur banc, essayer de stimuler leur équipe, de leur donner de l'énergie. Peter Bosz est quelqu'un qui reste très passif. Alors je ne sais pas si c'est une question, donc c'est son caractère qui est comme ça. Je ne sais pas si c'est une question culturelle ou ce type de comportement, de caractère peut passer avec des joueurs allemands ou néerlandais. Et alors, je sais pas, peut-être que nous, on a un pays plus latin où les joueurs ont besoin justement de plus d'énergie, de spontanéité du coach. En tout cas, pour moi, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Dans les moments difficiles, vous avez besoin d'avoir un coach sur le banc qui s'agite, qui crie, qui replace, pas forcément qui engueule, mais en tout cas qui donne de la voix et qui montre de la présence pour transmettre de l'énergie à ses joueurs. Regardez par exemple le comportement de Sampaoli sur le banc de l'OM et demandez aux joueurs de l'OM à quel point ce comportement peut avoir de l'effet sur eux, sur leur comportement, sur leur mental aussi en match. Et donc voilà, je pense que ce manque d'énergie-là, c'est quelque chose d'absolument rédhibitoire pour gérer notamment des jeunes et surtout une équipe qui n'a pas forcément de leader naturel. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a choqué justement, ce manque d'activité sur son banc de touche. Ça m'a choqué dès les premiers matchs amicaux que j'ai vus de lui, qui avait notamment en début de saison, je me rappelle, je crois que c'était face à Villarreal où on prenait l'eau par moment et où il restait assez passif. On s'y est habitué après, mais je pense que vraiment c'est quelque chose qui a coûté des points à notre équipe cette saison. Ensuite, parmi les choses qu'on peut lui reprocher cette saison, une des premières décisions catastrophiques qu'il a prises, c'est un trio de capitaines que j'ai trouvé complètement délirant, puisqu'il a nommé Dubois en numéro 1, je crois Aouar en numéro 2 et Dembélé en numéro 3. Alors Dubois, pourquoi pas, parce que c'est un joueur qui a toujours été exemplaire, qui a souvent nommé capitaine par ses coachs, donc c'est qu'il doit y avoir une raison, il doit, comme l'avait dit Thomas, je pense être un bon communicant dans le vestiaire. Donc Dubois pourquoi pas, mais on s'est rendu compte au fil de la saison que c'est quand même compliqué d'avoir un capitaine qui en fait est moins bon que son remplaçant, à savoir Malo Gusto, mais ça peut-être qu'il n'était pas censé le savoir au début. Donc voilà, premier capitaine, deuxième capitaine Aouar, moi je comprends pas comment on peut nommer vice-capitaine un joueur avec aussi peu de combativité et d'implication dans les tâches défensives. Et en plus de ça, je pense que Aouar l'été dernier, comme cette année, il a plutôt la tête à son prochain club que à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, double erreur encore une fois. Et le troisième capitaine, c'était Moussa Dembélé. Donc déjà, je comprends pas la cohérence d'arriver de dire ma priorité c'est de recruter un numéro 9 et en même temps de mettre ton numéro 9 titulaire qui serait censé aller sur le banc de touche quand tu auras recruté ton nouvel attaquant et de le nommer troisième capitaine. Je comprends pas vraiment la logique. Et surtout, j'ai pas vraiment l'impression que Moussa Dembélé soit quelqu'un de très extraverti. Pour moi, ça doit être important pour un capitaine.
Donc pas forcément très extraverti, pas un très bon communicant, en tout cas c'est l'impression que j'en ai de l'extérieur. Pas le joueur qui se battra le plus sur le terrain. On atteste ses statistiques de pressing où il fait partie dans les 5 grands championnats des 28% des attaquants qui font le moins de pressing. Donc c'est pas un attaquant qui va toujours se battre pour essayer d'aller récupérer un ballon. Son niveau technique, son niveau en général atteste pas forcément aussi pour le nommer capitaine. Et je finirais par dire que moi je pense que Moussa Dembélé, comme Oussem Aouar, son objectif c'est son futur club qui l'espère probablement en première ligue puisqu'il y a déjà évolué. Et je suis pas sûr que ce soit un joueur qui porte un amour démentiel à l'Olympique Lyonnais. J'ai aussi l'impression, et je ne veux pas lui faire procès d'intention, mais le sentiment que j'en ai de l'extérieur, c'est que c'est quelqu'un d'assez individualiste qui pense en gros à ses lignes de but. Et après le sort de l'équipe, est-ce qu'on encaisse 2 3 4 buts? J'ai l'impression que ça l'intéresse pas tant que ça. Peut-être je me trompe, hein, je le connais pas, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai en voyant Moussa Dembélé jouer. Ça fait quand même plusieurs années qu'on le suit, et voilà, c'est l'impression que j'ai. À ce moment-là, donc été 2021, la logique aurait plutôt voulu que Guimarães, Paqueta, Lopez aient été les 3 capitaines. Alors je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais pour moi ça aurait plutôt été ces 3-là. Denayer pourquoi pas, Dubois pourquoi pas, mais en tout cas surtout pas Dembélé Aouar. Si Peter Bosz s'était un petit peu intéressé à leur personnalité et à leur passif à l'Olympique Lyonnais ces dernières années, il aurait peut-être pris une décision différente. Mais en tout cas, voilà, nomination très illogique de capitaine. Ensuite, donc, moi je trouve personnellement que Peter Bosz a manqué beaucoup de connaissances de la Ligue 1. Je pense que d'une façon générale, il s'adapte pas assez à ses adversaires. Et il peut encore moins le faire quand il a aussi peu de connaissances de chacun des adversaires. Il y a eu plusieurs déclarations d'après-match cette saison où il disait qu'il était surpris du niveau de Lens, du niveau de Rennes, du niveau d'Angers. Mais pour moi, ça montre une certaine impréparation. Thomas l'avait souligné. Pour moi, ça c'est quelque chose de rédhibitoire. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on ait un entraîneur qui ait une connaissance plus fine de la Ligue 1. Parmi ce que je peux lui reprocher aussi cette saison, c'est des remplacements tardifs. Il y avait une stat qui avait été sortie par Thomas qui disait que je crois que c'était le coach qui attendait le plus pour faire rentrer des joueurs sur le terrain. C'est une statistique Rudy Garciesque. Et on sait que Rudy Garcia aimait bien faire ça. Moi, j'ai jamais compris l'intérêt quand tu perds un match ou quand il y a un match nul, quand il faut quand il faut changer quelque chose à ton équipe, d'attendre la 85e minute ou la 82e, 83e minute pour faire de changements. Non, c'est beaucoup trop tard pour moi. Tu dois le faire à la 60e, à la 65e minute pour vraiment que tes changements, et notamment offensifs, aient un impact significatif sur la performance de ton équipe. Ensuite, la dernière chose importante que je lui reprocherais, c'est son obstination avec Azmoun. Il y avait beaucoup de concurrence pour Sardar Azmoun. Les performances de Lyon plaidaient pas du tout en notre faveur pour qu'il signe chez nous. Donc on aurait dû se douter que il y avait quand même une forte chance pour que Sardar Azmoun ne veuille pas signer à Lyon mais privilégier un autre club, et c'est le cas puisqu'il est allé signer au Bayer Leverkusen. Et on n'avait pas de plan B, ou en tout cas peut-être qu'on en avait, que lui ne les a pas acceptés. Il y avait notamment le cas Laborde qui pour moi aurait été un attaquant qui aurait pu tellement nous apporter par son activité, par ses buts marqués, mais aussi ses passes décisives et sa polyvalence en attaque, le fait qu'il sache se déplacer un peu sur le côté droit, décrocher, faire des déviations de la tête. Pour moi, je ne sais pas si la faute est à imputer à Peter Bosz ou au-dessus de lui peut-être à Vincent Pourceau, mais en tout cas, on n'a pas réussi à trouver cet attaquant qu'il nous manquait, et c'est un des gros manques de cette saison. Moi, j'aurais plutôt été fan du recrutement d'un Pep Genesio, par exemple, qui fait un travail formidable à Rennes, même si aujourd'hui ça relève plus du fantasme que du vrai espoir, parce que je pense que tout simplement Rennes est au-dessus de nous. Rennes va peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. Rennes est un environnement sain pour travailler, donc aujourd'hui, mis à part son amour de l'OL, je vois vraiment pas pourquoi Genesio accepterait de revenir dans son club formateur. Rennes, quand même, c'est la meilleure attaque de Ligue 1 cette année avec 69 buts marqués. Meilleure attaque après le PSG, bien sûr, qui a 72. 69 buts marqués, ça veut dire 16 de plus que la troisième
la troisième meilleure attaque, qui est celle de Strasbourg, avec 53 buts marqués. Genesio, c'est un coach qui est inspiré des principes guardioliens, qui se remet beaucoup en question, qui a beaucoup progressé depuis son départ de l'OL aussi. Donc je pense que ça aurait pu être un super coach pour nous. Quand je vois Rennes jouer cette saison, honnêtement, c'est un régal la capacité qu'ils ont à jouer offensif, mais également à jouer en bloc lors des phases défensives. Ce sera un modèle à suivre pour Lyon, et malheureusement, je pense que aujourd'hui, on n'a plus le standing. J'aurais jamais cru dire ça il y a encore 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais Lyon n'est un club qui n'a pas le standing pour attirer un coach comme Bruno Genesio. L'autre coach qui pour moi aurait été une très bonne idée, c'est Julien Stéphan, qui a fait du très bon boulot à Rennes en gagnant la Coupe de France, premier titre depuis je crois 40 ou 45 ans, qui a qualifié Rennes pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions en finissant troisième en 2019-2020. Julien Stéphan qui également est à bonne école puisque son père est, comme vous le savez, Guy Stéphan, qui est un adjoint historique de Didier Deschamps. Donc je pense qu'il a dû recevoir de bons conseils, il a dû être bien formé, il doit toujours avoir un bon suivi également de son papa pour suivre sa carrière. C'est un entraîneur qui en plus connaît la Ligue 1, qui a déjà eu pas mal de succès, qui saura s'adapter à chaque adversaire et être pragmatique, à l'opposé total de Peter Bosz, qui est venu sans connaissance de la Ligue 1, s'est révélé incapable d'adapter la tactique de son équipe à chaque adversaire, et qui est plutôt un coach que je classerais dans les entraîneurs dogmatiques. Donc voilà, pour moi, là où on doit performer maintenant, c'est en Ligue 1, donc il faut un entraîneur qui connaît le championnat, qui sait comment s'adapter au jeu de Lens, sait comment s'adapter au jeu de Strasbourg, sait comment s'adapter quand il joue contre Rennes, Montpellier, etc. Pour moi, Peter Bosz est totalement incapable de ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on revienne à des bases un peu plus solides, donc entraîneur de Ligue 1, joueur expérimenté Ligue 1, qu'on reparte sur des bases saines, et qu'on arrête vous m'excuserez l'expression, mais de péter un peu plus haut que notre cul, parce que quand on est allé chercher du Peter Bosz, quand on est allé chercher des Shaqiri, Emerson, Boateng, c'était louable parce que la volonté était de s'internationaliser, de prendre une autre dimension, mais en fait on a eu les yeux un petit peu plus gros que notre ventre quand on voit que cette saison les clubs qui fonctionnent le mieux sont des clubs avec des bases de joueurs français expérimentés de Ligue 1 et avec des coachs de Ligue 1. Donc j'ai cité Strasbourg et Rennes avec Julien Stéphan et Genesio, mais j'aurais aussi pu citer le RC Lens avec Franck Hez. Et pour conclure, donc, la pertinence d'avoir un coach français aujourd'hui qui connaît la Ligue 1 à la tête de l'OL, c'est tout simplement, moi j'ai jamais vu, depuis que je suis le championnat de France, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années, je ne l'ai jamais vu aussi compétitif. Aujourd'hui, Rennes est une excellente équipe, Marseille est une excellente équipe, le PSG j'en parle pas, Lens est une très bonne équipe, Strasbourg est une très bonne équipe, Lille peut être une très bonne équipe, Nice peut être une très bonne équipe, vous avez Monaco également. Bref, toutes les équipes là que je viens de citer, honnêtement, moi je pense qu'il n'y en a aucune qui ferait tâche dans une poule de Ligue des Champions. Je ne dirais pas dans un huitième de Ligue des Champions, mais toutes ces équipes-là feraient pas tâche comme troisième ou quatrième d'une poule de Champions League. Donc je pense vraiment qu'on n'a jamais eu, en tout cas depuis que je suis le championnat de France, un championnat, une ligue aussi compétitive. Et c'est d'autant plus important donc qu'on ait un coach qui ait une connaissance fine du championnat et qui sache s'adapter à chaque adversaire. Alors vous allez me dire, le fait que la Ligue 1 soit aussi compétitive, ça constitue aussi une circonstance atténuante supplémentaire pour Peter Bosz, et c'est vrai, hein, parce que honnêtement je pense que lui s'est embourbé dans cette situation, était très surpris du niveau de la Ligue 1, mais ça aurait pu arriver à beaucoup de coachs étrangers, puisque le championnat de France n'est pas forcément celui qui est le plus connu vu de l'extérieur, et surtout des coachs qui évoluent dans les 4 grands championnats, Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre. Donc ça c'est vrai, mais en tout cas voilà, pour moi ça suffit pas pour justifier sa mauvaise saison. Il aurait dû être capable de s'adapter mieux. Et en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire les gars en commentaire ce que vous en pensez de Peter Bosz, de Genesio, de Stéphan, voire même des autres coachs qu'on a dans le championnat de France. Je sais qu'aujourd'hui ça relève plus du fantasme qu'on recrute un nouvel entraîneur suite à la déclaration de JMA, mais en tout cas voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez.
Et ça me donnerait de l'espoir parce que vraiment, moi de mon côté, me projeter la saison prochaine avec Peter Bosz, c'est quelque chose que je trouve assez déprimant et qui, pour moi, alors peut-être je peux me tromper, mais ne peut que contribuer à accentuer la crise dans laquelle on se trouve en ce moment et la fracture entre le club et les supporters. Voilà, merci à tous les gars de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à liker la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et passez tous une excellente journée et une super fin de saison.